Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de La vie est belle, votre émission de bioéthique. Nouvel invité, nouveau mois, nous allons parler ce mois-ci d'intelligence artificielle et plus particulièrement dans le domaine de la santé. Bienvenue dans La vie est belle. Eric Fourneret, bienvenue dans les studios de RCF. Vous êtes docteur et maître de conférences en philosophie. Vous êtes un grand spécialiste des questions éthiques. Vous travaillez à l'Université catholique de Lille dans son laboratoire de recherche Ethics. Auparavant, vous avez été chercheur à l'Université Grenoble-Alpes et vous avez particulièrement travaillé dans le laboratoire Grenoble Institut des neurosciences. Et vous avez travaillé sur un sujet très spécifique, BrainCom. Qu'est-ce que c'est que BrainCom, Eric Fourneret ? Bonjour, ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Alors BrainCom, c'est un projet soutenu financièrement par le Conseil de l'Europe, donc c'est gros projet européen, comme on l'appelle, qui courait sur plusieurs années et dont l'objectif était de développer ce qu'on appelle un implant cérébral. C'est ce que fait Elon Musk, d'une autre façon. Et là, il s'agissait d'apporter une technologie pour répondre, améliorer la qualité de vie de patients qui sont en lock-in syndrome. C'est une sorte d'accident vasculaire cérébral qui bloque complètement tous les muscles. Et que neurologiquement, il n'y a plus rien qui fonctionne, sinon la conscience. Donc leur corps est une prison, c'est ça ? Le corps, voilà, c'est en fait lock-in syndrome, syndrome de l'enfermement. Et la personne, en revanche, a pleinement conscience de son environnement. Et elle ne peut plus parler. Et donc, l'implant cérébral, ici, est là pour aller capter l'activité électrique des neurones moteurs liés au mouvement de la mâchoire, de la langue, etc., de transformer ça en commande et de l'externaliser via une intelligence artificielle vers l'extérieur pour permettre à la personne de communiquer à nouveau avec son entourage très proche. Donc, le rôle de l'intelligence artificielle. Et c'est précisément pour ça qu'on a la chance de vous recevoir cette semaine avec nos grandes questions sur l'intelligence artificielle. Eric Fourneret, deux grandes parties dans cette interview. D'abord, vous posez en fait des questions pratiques sur l'intelligence artificielle que on a pu récolter ici et là, et vous allez nous aider à les analyser pour nous informer et nous faire un avis un peu éthique sur ce qu'est l'intelligence artificielle, sur comment est-ce qu'il faut la concevoir. Et ensuite une partie plutôt la spécialité de Clément qui va être de vous poser des grandes questions sur ce qu'il faut attendre de l'IA éthiquement. C'est bien ça ? Oui, il y a beaucoup d'attentes, beaucoup presque de fantasmes autour de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'elle va nous permettre de vivre dans la relation de soins, dans nos espoirs aussi de guérison, voire même de prévention. On parle beaucoup de médecine prédictive, de traitement de données, de big data en santé. Donc il sera intéressant de pouvoir clarifier un petit peu toutes ces choses-là. Eric Fourneret, le 7 mai 2019, le très fameux MIT publiait c'est le Massachusetts Institute of Technology, excusez mon anglais, il publiait un article « Using AI to predict breast cancer and personalized care ». Utiliser l'intelligence artificielle pour prédire le cancer du sein et personnaliser, individualiser la thérapeutique, on aurait tendance à dire en français. Cet article pointait quelque chose d'extrêmement important, une amélioration significative de la précision des prédictions. Le modèle a démontré une capacité supérieure à classer correctement les patientes à haut risque, identifiant, tenez-vous bien, 31% des cas de cancer dans la catégorie de risque le plus élevé, contre seulement 18% pour les modèles les plus traditionnels. Qu'est-ce que ça vient nous dire d'abord ça ? Qu'est-ce qu'on peut retirer de cet article ? Qu'est-ce que ça nous dit ? C'est déjà un message d'espoir incroyable pour les patientes. C'est absolument formidable. Même si aujourd'hui, les cancers du sein, alors on dit le cancer du sein, mais en fait les cancers du sein, il y a vraiment des cancers du sein différents, voilà, ça faut en avoir conscience. C'est une pathologie, aujourd'hui des pathologies qu'on grille de mieux en mieux, évidemment. Mais ce que ça dit, c'est qu'en fait, en permettant à une machine, entre guillemets, pour grossir les traits, d'analyser une quantité de données extraordinaire, c'est des chances de survie, des chances de guérison, de rémission qu'on offre aux patientes. Et ça, c'est un message évidemment extraordinaire. Mais le titre dit le cancer du sein, c'est pas tout à fait juste. C'est certains cancers du sein. En tout cas, il s'agit bien de médecine prédictive, donc il s'agit de voir plus tôt, de voir mieux aussi. Vous parliez de la machine, c'est la machine du coup qui pose le diagnostic ou le médecin a encore une analyse à faire dans le traitement de ces données ? Comment ça fonctionne du coup ? Alors, la machine pose un diagnostic, oui évidemment, parce qu'elle fait une analyse d'imagerie. Donc c'est ça, mais en fait la machine a tellement vu des milliards et des milliards d'images qu'en fait elle va avoir une acuité, une rapidité dans le diagnostic, dans la détection. À la limite, la machine va détecter, le médecin lui va diagnostiquer.
Donc la machine peut voir ce qu'il n'est pas capable de voir parce que son œil n'est pas suffisamment fin ou que sa mémoire n'est pas suffisante pour retenir tous les cas. Mais par contre, elle va venir délivrer un message, une donnée, et c'est l'interprétation de cette donnée que fera le médecin par la suite. C'est ça, l'IA va apporter, envoyer un signal d'alerte en disant « Tiens, boum, il y a quelque chose là que moi je vois ». Au médecin à confirmer et au médecin qui va aussi décider de la stratégie thérapeutique à suivre derrière. Mais alors ça, c'est dans le cas où le médecin sait faire. Et je vous propose 3 petites portes, un peu comme un slalom à faire dans cette première partie de l'interview. D'abord, on va venir discuter sur l'intelligence artificielle en santé lorsque le médecin sait faire. Elle aide un médecin, mais elle va l'aider. La deuxième partie, j'aimerais qu'on parle de lorsque l'intelligence sait faire ce que le médecin ne sait plus faire, lorsque son savoir dépasse celui du médecin et de l'humain et que ça produit des résultats encore meilleurs. Et la troisième partie, si on a le temps avant de passer aux questions de Clément, ce serait sur la thérapeutique. Comment est-ce que l'IA, par sa prédiction, peut améliorer la thérapeutique ? Alors précisément, le professeur Bilbao, oncologue et auteur de 2041, l'Odyssée de la médecine, affirme sur France Inter qu'un jour, l'IA et la robotique liées opéreront sans humain. Chirurgiens, infirmières, dans le bloc. Les robots se pilotent déjà à distance, ça c'est vrai, on a vu un chirurgien de Bordeaux qui opérait au Japon, on sait que c'est possible. Et Stanford montre qu'on peut aider une IA à reconnaître des instruments chirurgicaux en temps réel sur une vidéo. La première phase est donc lancée, il faut ensuite entamer la seconde, c'est de réussir à utiliser ces instruments que l'intelligence artificielle sait identifier. Est-ce que vous pensez qu'on peut arriver, vous aussi, à des opérations sans personne dans le bloc ? Je sais pas. Très sincèrement, je sais pas. Aujourd'hui, on ne le peut pas. Vous avez toujours besoin d'un être humain quelque part, ne serait-ce que pour concevoir le dispositif d'opération, d'accord ? Ne serait-ce que pour faire de la surveillance pour que les choses se passent le plus convenablement possible, ne serait-ce que pour faire de la maintenance du dispositif. Donc en fait, l'être humain, il est à tous les niveaux du dispositif, même quand le dispositif est en fonctionnalité. Donc en fait, on ne se passe pas de l'être humain. Donc, c'est la différence entre remplacer et suppléer. C'est-à-dire, en fait, là, nous sommes sur des intelligences artificielles qui vont aider en santé dans la suppléance de certaines fonctions, de certaines fonctionnalités, mais aucunement, aujourd'hui, l'IA ne vient remplacer le médecin ou autre professionnel de santé. Donc, aujourd'hui, est-ce qu'on est sur des IA qui vont remplacer les médecins dans les blocs opératoires ? Alors, sur certaines opérations, on parlait tout à l'heure d'implants cérébraux, par exemple. Vous imaginez bien que la technicité de ce type d'opération pour mettre un implant cérébral dans le cerveau d'une personne, les micro-tremblements que peut avoir un être humain, la machine, elle, ne tremblera pas. Et donc l'intelligence artificielle sera beaucoup plus performante que l'être humain pour pouvoir implanter le dispositif à ce moment-là. Mais en attendant, l'être humain, il est là pour surveiller, parce qu'il faut bien intervenir en cas de difficulté, en cas d'effet imprévu et non désirable. Donc l'être humain, il est toujours là en surveillance, une sorte de regard en surplomb sur la machine qui opère. Alors on va venir sur ce devoir de surveillance précisément parce que c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il ne serait plus que cantonné à ce rôle de garantie, finalement on va venir interroger tout ça. Mais donc là, je commençais avec un peu la question type sur le chirurgical, c'est-à-dire le technique, mais il y a aussi toute l'analyse des données. On sait que dans les années 80, la grande révolution, c'était les IRM, les scanners. En tout cas, la médecine s'est technicisée à un point où en fait, on arrive grâce à l'imagerie à créer une révolution dans la médecine. Et l'IA viendrait ajouter une seconde révolution à cette révolution parce qu'on arrive par une analyse de milliards de données, une comparaison de milliards d'images, à arriver à créer des modèles. Ma question est la suivante, comment fait-on pour apprécier le facteur humain dans ce cas-là? Je vous donne un exemple, imaginons que l'on puisse documenter le chiffre. D'abord, c'est pas toujours donné dans les études d'intelligence artificielle, la documentation des chiffres. Mais imaginons qu'on ait un dilemme avec une machine qui ferait 85% d'efficacité pour une chirurgie, parce qu'elle ne tremble pas, parce qu'elle ne divorce pas, parce qu'elle n'a aucun problème. Et parce qu'elle n'est pas fatiguée. Et parce qu'elle n'est pas fatiguée, effectivement, au bout de 10 heures d'opération, versus 75%, il faudrait que ces chiffres puissent être déjà vérifiés, mais 75% contre un humain. Sur un tableau clinique donné, parce que vous l'avez dit, toutes ces études, elles sont très difficiles, parce que parfois ça vise un tableau clinique donné. Et bien, à ce moment-là, est-ce que l'humain, dans la salle d'opération, n'aurait plus que pour simple rôle d'être un contrôleur, d'apposer son sceau pour dire, écoutez, moi je certifie que ça a bien été fait, et donc ma responsabilité en tant que professionnel de santé, est-ce que c'est le rôle qui va arriver pour les médecins ?
Ça pourrait, on ne sait pas. Aujourd'hui, on ne sait pas, personne boule de cristal pour dire véritablement comment les choses vont évoluer. On évolue vers, aujourd'hui en tout cas, ce qui se dessine, c'est véritablement, encore j'insiste, sur une suppléance et non un remplacement. C'est-à-dire qu'en fait, l'intelligence artificielle et tous ces dispositifs artificiels dits intelligents, entre guillemets, sont là pour supporter la fonctionnalité de l'opération. Donc, non pas pour faire à la place du médecin. Donc, le médecin, on va dire, supervise en quelque sorte, mais il est toujours là. Et c'est indispensable qu'il soit toujours là. Est-ce que si on prolonge cette évolution, on la poursuit, est-ce qu'à un moment, ça va finir par remplacer le médecin? Peut-être, mais j'ai envie de vous répondre de manière peut-être un peu provocante. Et si on guérit mieux? Et si, en fait, ça maximise les chances de survie pour les patients, etc. En quoi est-ce une difficulté que le chirurgien ne soit plus là? Je ne vois pas trop en quoi ça serait une difficulté, sinon que le danger, ce serait de perdre un savoir-faire, et ce savoir-faire qui ne va plus pouvoir être transmis à d'autres êtres humains, qui ne appartiendrait plus qu'aux machines. Les machines, à un moment, s'il y a, on ne sait pas, mais un événement, j'en sais rien, cataclysmique, quand je dis cataclysmique, c'est pas au sens astronomique, je veux simplement dire un événement massif, nous ne saurons plus faire. Et les machines seront plus fonctionnelles à ce moment-là. Donc, ce qui est intéressant, c'est nous, notre enjeu, il est comment maintenir ce savoir-faire sans perdre le bénéfice que les intelligences artificielles nous apportent en termes de suppléance, mais si jamais ça devait aller encore un peu plus loin, comment maintenir ce savoir-faire pour pas qu'il soit perdu? Surtout que l'IA peut être un immense message d'espoir. Par exemple, sur l'anamnèse, on sait qu'une consultation en oncologie, c'est environ 20 minutes. La moyenne nationale, c'est 20 minutes. Ça fait que l'anamnèse, donc l'historicité de l'évolution de la maladie, des symptômes, de l'évolution des symptômes, prend beaucoup de temps dans cette consultation. Et finalement, c'est sur cette consultation qu'on va baser une thérapeutique. L'IA pourrait, par des questions préalables, permettre au médecin d'arriver avec un diagnostic et de pouvoir l'évaluer face au patient, et donc de gagner du temps de soins et même de réhumanisation des soins, plutôt que poser des questions techniques, dire comment ça va avec le traitement, etc. Est-ce que l'IA, en fait, c'est pas aussi une grande chance pour les médecins? Ça permet, il y a Doctolib qui a un scribe, c'est-à-dire que pendant le rendez-vous avec le médecin, la consultation, le scribe prend en note tout seul la consultation et le compte-rendu est fait, ce qui fait que le médecin a plus de temps pour faire plus de consultations dans la journée. Est-ce que l'IA, c'est pas une chance immense de réhumanisation de la médecine? Alors, on aimerait que ça se passe comme ça. Et je vous l'accorde. Maintenant, je pense qu'il faut, l'écriture pour le médecin, c'est-à-dire qu'il prenne connaissance de toutes les données. Je pense que c'est extrêmement important, parce que si on veut vraiment garder cette humanité dans la médecine, il faut que le médecin connaisse encore son patient. Et autrement dit, que lui, il écrive ses rapports, etc., c'est une façon aussi de connaître son patient. On va prendre un exemple fictif, mais si un médecin aurait recours à ChatGPT pour écrire les comptes rendus diagnostiques qu'on met dans les dossiers médicaux, finalement, le médecin va perdre un certain contact avec le patient. Le médecin, c'est pas un ami, c'est pas un collègue. Autrement dit, on ne demande pas à ce qu'il soit l'ami du patient, on lui demande d'être le médecin du patient. Et le médecin du patient, c'est quelqu'un qui est à la fois empathique, mais qui est aussi médecin. Et donc, si on délègue toute la partie médicale à un dispositif auquel ne participe plus le médecin, quand bien même il serait en permanence et plus longtemps au chevet du patient, il va perdre cette connaissance de son patient en tant que patient. Peut-être qu'il le connaîtrait mieux en tant que personne, mais il faut qu'il le connaisse en tant que patient aussi. Ça, c'est extrêmement important. En tout cas, ça clarifie beaucoup les choses vis-à-vis de l'objectif du développement de l'IA en santé. Là où, en lisant le professeur Bibeau, on pourrait avoir l'impression qu'il s'agit de effectivement remplacer ou substituer, dans vos propos, on comprend que l'objectif, c'est vraiment d'améliorer et au lieu de suppléer. Finalement, on comprend aussi dans vos propos et dans les recherches qui sont faites en éthique que le plus important, c'est d'avoir la possibilité d'établir une relation, et ça, pour le moment, on n'a aucun moyen de le remplacer ou de le suppléer. Mais pourquoi est-ce qu'on sait que c'est essentiel, cette relation? Ce serait intéressant d'avoir votre analyse là-dessus. La notion de confiance. On fait confiance à l'être humain parce qu'il est empathique, parce qu'il a cette disponibilité à l'écoute, il a cette disponibilité à comprendre comment le patient, vous vit les choses. Se mettre à la place d'eux, ce qui serait la compassion, ce n'est pas vivre les choses à la place du patient. C'est se dire, si j'étais lui, comment je vivrais le fait d'être gravement malade, d'être à l'hôpital, etc. Et ça, la machine aujourd'hui ne peut pas le faire. Elle peut le simuler. Google a prouvé qu'un LLM peut simuler l'empathie, c'est-à-dire répliquer l'empathie. Simuler est une illusion.
Moi, si vous me faites un tour de magie, je suis pas dupe. Et si jamais vous essayez de me faire croire quelque chose, parce que je sais que vous êtes un super magicien, je vais pas vous faire confiance. Donc c'est l'authenticité qu'on Et perd. c'est ça, exactement. Et en fait, cette authenticité, elle se construit dans la relation, dans la fréquentation à l'autre, etc. C'est comme ça qu'elle se construit, la relation de confiance et l'authenticité. Pourtant, quand même, l'IA apporte des immenses solutions. On voit, je regardais l'algorithme de Google, AlphaFold, qui, lui, va venir préserver des protéines, il va venir analyser toutes les protéines qui sont préservées, et il a eu un prix Nobel de chimie, d'ailleurs, c'est assez intéressant à noter, et il va venir aider sur le diagnostic qui va être apporté, sur les médicaments qu'on va vouloir mettre en place. On a quand même un espoir immense qui est porté, et d'une certaine façon, on peut avoir confiance dans la technique plutôt que dans l'humain. Parfois, les humains, on est moins bons que la technique, et donc on peut avoir un lien de confiance qui peut être déplacé. Alors, c'est pas que le lien de confiance est déplacé, je pense que le lien de confiance, c'est un autre lien de confiance. C'est-à-dire que quand vous prenez votre voiture, vous avez confiance dans votre voiture, quand vous allez appuyer sur la pédale de frein, ça va freiner. Vous avez confiance. Mais celui qui pilote, c'est pas les freins, c'est vous. Voilà. Donc, à ce moment-là, moi, si je monte avec vous en voiture, c'est pas la voiture à qui je fais confiance. Je fais confiance que la voiture, elle est robuste, techniquement, elle est fiable, etc. Mais en revanche, je me dis, celui à qui à qui je dois donner ma confiance, c'est vous, parce que vous connaissez votre voiture, vous savez que vous avez fait l'entretien régulier de votre voiture, et donc c'est à vous en premier à qui je fais confiance, pas à la voiture. Mais pourtant, les études montrent que parfois les professionnels de santé sont des très mauvais pilotes. La preuve avec le surdiagnostic, quand on croise des milliards de données pour anticiper là où l'humain va parfois avoir recours au surdiagnostic, eh bien l'intelligence artificielle est meilleure, par exemple en matière de cancer de la prostate ou du sein, ou des cancers du sein. C'est-à-dire que c'est effectivement très spécifique. Mais là où l'humain va se demander, en fait, est-ce qu'il faut que j'entame un traitement complet dès maintenant ou pas, l'IA va pouvoir dire, écoutez, vu le diagnostic clinique exact, il y a tant de chances que telle occurrence arrive, et donc en fait, il vaut mieux commencer dès maintenant ou attendre encore. Là où l'humain, par principe de précaution, le mauvais pilote va freiner trop tôt, il va dire on entame une ablation, par exemple, immédiatement. Parfois, on n'a pas confiance dans notre pilote, ou on a découvert qu'il y avait un meilleur pilote. Oui, exactement, et c'est pour ça que certains patients changent de médecin. Parce que la relation de confiance est rompue avec tel médecin. Vous pouvez avoir des médecins qui n'écoutent pas assez bien, c'est-à-dire n'arrivent pas à se mettre à la place de leurs patients pour qu'ils comprennent. Vous avez des malades imaginaires, par exemple. Ça ne veut pas dire qu'il imagine tout le temps des maladies, qu'il n'y a pas quelque chose à écouter. Voilà. Et ce dont on attend du médecin à ce moment-là, c'est qu'il écoute son patient. Un médecin qui viendrait dire, écoutez, c'est la 15e fois que vous venez, vous voyez bien que vous n'avez jamais rien, vous commencez à me fatiguer, c'est un mauvais médecin. Voilà. Donc, ce qu'on attend de la technologie en santé, que ce soit l'intelligence artificielle ou autre, c'est qu'elle renforce les capacités de créer ce lien de confiance avec le médecin, pas avec la machine, avec le médecin. Je vais faire confiance au médecin, qui lui va faire confiance à la machine, qui va l'aider à faire son diagnostic, à détecter, à proposer une stratégie thérapeutique, etc. En fait, il n'y a pas à isoler les domaines. C'est une harmonie de tous ces domaines, en fait, qui va composer ce qu'on va appeler la relation de confiance en santé. Alors, ce qui serait intéressant de voir avec vous, du coup, ce serait quels seraient les points de vigilance, en fait, vis-à-vis de l'intelligence artificielle dans la relation de soins qui pourraient nous faire nous dire qu'on est allé un peu trop loin ou qu'elle prend un peu trop de place. C'est ce qu'on voit, nous, en tout cas, en imagerie médicale. Des fois, on a des appareils qui sont tellement incroyables, qui vont aller tellement vite, qui vont prendre des mesures tellement plus précises que notre œil à nous, qu'on va être impressionné par le phénomène technologique. On va mettre d'énormes espoirs dans tout ce que cette technologie va pouvoir nous apporter comme nouvelles informations, comme nouvelles prédictions, etc. Et du coup, on a des fois l'impression que la consultation, elle est surtout centrée autour de la prouesse technologique, de l'imagerie médicale, par exemple. Et on pourrait en oublier l'enfant qu'on voit pendant la grossesse ou la personne qui a derrière son cancer du sein, etc. Est-ce que ça, c'est un point de vigilance, par exemple ? Comment est-ce qu'on peut gérer ça C'est un point de vigilance, mais si je voulais le conceptualiser un peu plus fortement encore, je reviendrai à ce que je disais, c'est-à-dire que suppléer n'est pas remplacer. Voilà. Donc, en fait, moi, les points de vigilance, je les vois plutôt partout là où on va mettre de la technologie qui nous motiverait à tort à remplacer l'humain par la technique, enfin par les machines, en fait.
On entend par exemple avec l'intelligence artificielle, on dit on va pouvoir compenser les déserts médicaux, on va mettre de l'intelligence artificielle. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Même avec les capsules de télémédecine, etc. Exactement. Mais en fait, la capsule de télémédecine ne remplace pas ce contact direct avec le patient, de cette relation intersubjective patient-soignant. Le colloque singulier. Oui, et pourquoi déjà ? Parce que déjà, 70% de la communication est corporelle. Vous êtes en visio avec un médecin, il lui manque une énorme quantité de communication parce qu'il est justement en visio. Donc ce contact humain-humain, il est absolument essentiel, et parce que ça fait des milliers d'années que nous sommes habitués à être en contact direct humain à humain. Donc ce passage brutal qui arriverait d'être simplement en contact avec l'humain via une interface numérique, etc., en fait, c'est trop brutal, on ne serait pas habitué. Tout à fait. Sur la relation, est-ce que c'est un choix binaire entre humain et médecine ? Mais on prenait tout à l'heure l'image de la voiture. Est-ce que j'ai confiance dans le conducteur ? En fait, on arrive à une médecine où il va y avoir celui qui est en Clio et celui qui est en Ferrari. Le médecin qui utilise l'intelligence artificielle qui est en Ferrari et qui, un jour, pourrait coûter beaucoup plus cher que celui qui est en Clio et qui, lui, n'utilise pas du tout l'intelligence artificielle, ou alors très peu, et qui aurait des résultats qui seraient moins bons. Et on le voit déjà en échographie fétale, hein. Il y a des patients qui viennent dans certains cabinets d'imagerie parce qu'ils ont le dernier appareil, dernier cri, ils vont avoir de belles images, et du coup il y a ce sentiment de confiance où si l'appareil est meilleur, l'instrumentiste va être meilleur aussi, et du coup on va avoir une illusion de confiance. Vous avez déjà eu un patient qui est venu en disant vous avez telle machine, je suis venu pour ça, c'est vrai ? Évidemment, c'est clair. Oui. Énorme. Vous êtes en train de découvrir que le monde l'accès au droit à la santé n'est pas égal pour tout le monde. Oui, parce qu'on est français, on a une imagination que l'accès à la santé est protégé constitutionnellement. Non, mais les inégalités dans l'accès aux soins, et c'est un problème récurrent. Ouais. On n'a pas entendu l'IA pour que ça arrive. En revanche, l'IA peut favoriser, accroître encore plus ce fossé entre les personnes. Plus vous êtes en situation de précarité, moins vous avez accès aux soins. C'est une évidence, et l'espérance de vie est même moindre. Oui, tout à fait. Voilà. Les vulnérabilités socio-économiques, etc. Ouais. C'est ça, exact. Et ça, c'est une autre limite de l'IA. C'est-à-dire que, par rapport à la question que vous posiez il y a quelques secondes, l'IA n'est un bénéfice que si elle profite à tous. Ça ne veut pas dire qu'il faut être égaux... on est égaux dans l'accès, dans l'exercice de nos droits. C'est-à-dire que les mêmes droits sont pour tout le monde. D'accord ? En revanche, il faut être équitable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison... à ce que des personnes, parce qu'elles ont plus les moyens que d'autres, puissent profiter plus que d'autres d'accès aux soins. Pourtant, c'est déjà le cas, même en France. Yes. Il y a des cliniques parisiennes qui proposent une mammographie, vous payez 70 € de plus et c'est une IA qui va venir l'analyser. Absolument, et c'est un problème. Et à l'inverse, un fait qui est très médiatisé en ce moment, c'est celui du désert médical, où du coup la proposition de la téléconsultation constitue une perte de chance dans la qualité du soin pour ces patients. Donc on est assez clair là-dessus, ça c'est documenté ça, du coup, si on vous écoute. Oui, c'est documenté, et c'est pour ça qu'en fait il faut laisser peut-être un peu de côté la question de l'égalité et plutôt axer la réflexion sur l'équité. Qu'est-ce qui est équitable avec l'intelligence artificielle en santé? C'est quoi être équitable? C'est tout simplement justifier des inégalités de traitement en fonction de à qui on s'adresse en termes de santé. Pourtant, on voit que cette question s'était posée, j'ai lu un article juste avant de vous retrouver, exactement la même sur les scanners et les IRM. Comment est-ce qu'on développe et qu'on déploie équitablement sur le territoire ces technologies qui coûtent extrêmement cher et qui sont finies? C'est-à-dire qu'on n'en a qu'un nombre minimal. Alors là, Clément, hier, me rappelait qu'à Dunkerque, ils ont un nouvel appareil et que tout Dunkerque est et encore faut-il former le personnel aussi à l'utilisation de ces nouvelles technologies. Alors, c'est ma dernière question. Après, on vient, tout à fait, c'est ma dernière question. Mais juste sur ça, en fait, sur cette équité, on voit qu'on n'a jamais été capable de faire une équité absolue et d'avoir un accès aux soins égal pour toute la population. La preuve, c'est qu'il y a une inégalité socio-territoriale. Si je suis à plus de 20 minutes d'un hôpital, le SMUR met plus de temps à m'atteindre. Est-ce que pour l'IA, en fait, on n'est pas condamné à répéter toutes ces inégalités ? Nous, à l'échelle d'une vie, c'est-à-dire à l'échelle individuelle, on a l'impression que les choses ou bien peuvent régresser, ou bien, dans le meilleur des cas, elles stagnent. Si vous regardez à l'échelle plutôt de l'évolution des sociétés humaines, vous vous rendez compte quand même que les choses progressent. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes un peu plus dans l'équité aujourd'hui qu'on l'a été il y a 150 ans, évidemment. Donc, si on regarde de façon beaucoup plus macroscopique, il vaut mieux vivre aujourd'hui qu'il y a 150 ans quand même. Une question fermée. Aujourd'hui, l'IA, on enseigne plutôt dans des DU, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de formation universelle pour tous les étudiants en médecine. Est-ce qu'il faudrait une formation de tous les étudiants en médecine sur l'utilisation de l'IA dans la santé ?
Mais il faudrait une formation sur l'approche de la mort, il faudrait une formation dédiée sur les soins palliatifs, il faudrait une formation dédiée sur qu'est-ce que communiquer avec un patient. En fait, ce qu'on voudrait, c'est que nos médecins aient un savoir encyclopédique, ce qu'aujourd'hui n'est absolument plus possible. Et c'est pourquoi, eh bien, à côté des médecins, qui est un métier, j'ai envie de dire, pluridisciplinaire, il faut des philosophes, des éthiciens, il faut des anthropologues qui réfléchissent avec eux, etc. Donc, en gros, faisons groupe, justement, pour mieux accompagner nos patients. Merci, Éric Fourneret. Merci, Éric Fourneret. Merci beaucoup pour les échanges que nous avons eus, pour cette ouverture à la responsabilité des soignants vis-à-vis de la relation de soins qu'ils doivent aux patients, et également peut-être une invitation à une attente mesurée de la part des patients vis-à-vis des avancées en termes d'intelligence artificielle en santé. En tout cas, nous aurons de quoi décortiquer ce mois-ci, n'est-ce pas, Paul? Merci, Éric Fourneret. Très bonne fin de journée. Au revoir. À la semaine prochaine sur La Vie est belle.